Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est une énigme complexe à laquelle font face les enquêteurs ce 31 mars 2003 dans le tranquille village de Mérargues, près d'Aix-en-Provence. Ce jour-là, alertés par un incendie, ils découvrent une mère et sa fille assassinées dans des conditions atroces. Chantal D'Amato, 53 ans, et Audrey, 24 ans, toutes deux secrétaires, ont été torturées avant d'être tuées. Commence alors une enquête longue et complexe. Vous écoutez l'affaire Poncet-Gaudissart, première partie. Ce matin-là, le 31 mars 2003, je me rends à mon bureau. Christine Maréchal, amie et collègue de Chantal. Et on m'informe que Chantal n'est pas arrivée. Chantal, c'est pas quelqu'un qui ne prévient pas quand elle arrive en retard. Donc je l'appelle, mais je n'obtiens aucune réponse. J'étais vraiment de plus en plus inquiète. J'ai appelé son compagnon et je lui demande de monter à Mérargues. Le compagnon de Chantal est sur place. Isabelle Sariroglou, journaliste à la Provence. C'est lui qui voit la fumée en premier et qui prévient les pompiers. On se retrouve confronté donc à un feu à l'intérieur d'une maison avec probablement des personnes. Bruno Couton, sapeur-pompier à Mérargues. On essaie de forcer la porte d'entrée à coups d'épaule. Elle cède un petit peu, mais elle ne s'ouvre pas. Elle est retenue soit par des verrous, soit par une chaînette. On se dirige vers le volet roulant qui est à proximité. On arrive à le soulever avec deux sapeurs-pompiers. Et là, on s'aperçoit que le séjour est rempli de fumée. On avait des cailloux à proximité. Pour ne pas perdre de temps, on les utilise pour casser la baie vitrée. J'essaie de rentrer sur quelques mètres en regardant de tous côtés. Essayer de trouver quelqu'un, un corps, quelque chose. Et quelques minutes après, quand les renforts arrivent, ils éteignent l'incendie. Ils arrivent dans la chambre de Chantal et ils voient le cadavre partiellement calciné de cette femme de 53 ans. Dans la chambre à côté, même scène atroce. Il s'agit de sa fille, Audrey, 24 ans. L'intervention a près de 20 ans. Et les souvenirs sont toujours forts et ancrés en moi. Je vois les corps des femmes sur le lit, dans ma tête. Enfin, ce qui est resté des corps. Ça part pas, c'est au fond de vous. Ça ressort quand ça a envie de ressortir et c'est comme ça. On y peut rien. Voilà. On peut toujours envisager une thèse accidentelle, sauf qu'on va très vite s'apercevoir que les deux femmes qui sont présentes dans ce lieu sont attachées. Patrice Reviron, avocat de la famille d'Audrey et de Chantal. Et que donc on n'est nécessairement pas dans un incendie banal. Pour nous, c'est clair à ce moment-là. Pour nous, c'est plus une scène de secours, c'est une scène de crime. Donc nous quittons les lieux et nous attendons le concours de la gendarmerie. Je pénètre à l'intérieur de l'habitation. Daniel Bianco, directeur d'enquête. Nous trouvons la maman qui est allongée dans le lit en position ventrale et qui est ligotée les mains dans le dos avec du ruban adhésif. Elle a également un bandeau au niveau des yeux et de la bouche. Concernant la fille Audrey, elle est en position dorsale. Elle est ligotée de la même façon, mais avec du câble téléphonique. Je constate également au pied du lit un chien qui est également mort carbonisé. Sur cette scène de crime, on s'aperçoit que la mère a été simplement, mais c'est terrible à dire, égorgée. Audrey, en plus d'être égorgée, a subi une trentaine de coups de couteau sur le visage. Le ou les tueurs se sont particulièrement acharnés sur cette jeune fille. Notre premier souci a été de préserver la maison de façon à pouvoir y travailler. Pendant 3 jours, toute la maison a été neutralisée.
Personne ne pouvait approcher. Elle était gardée jour et nuit pendant que les techniciens d'investigation criminelle travaillaient à la recherche de traces et d'indices. Tout est noir dans cette maison. Quand vous déplacez un objet, par exemple, un verre qui est posé sur une table, que vous le soulevez, vous avez une trace noire de suie tout autour. En réalité, les auteurs ont voulu détruire la maison et détruire tous les indices. Donc, il y a eu plusieurs départs de feu, il y a eu une bouteille de gaz qui a été ouverte, tout était prêt pour effectivement que cela fonctionne. Malheureusement, ou heureusement surtout, il n'y avait pas suffisamment de gaz, il n'y a pas eu d'explosion, et les auteurs ont refermé hermétiquement cette maison en partant, ce qui fait que l'incendie ne s'est pas développé comme il était prévu qu'il se développe. En cherchant, les gendarmes trouvent une empreinte mélangée à du sang sur la baie vitrée qui donne vers le jardin. Yonou Teyanou, journaliste indépendant. C'est quelque chose qui est à l'extérieur et qui n'a pas été abîmé par l'incendie. Il trouve un poil coincé dans le nœud du cordon du peignoir de Chantal, cordon qui avait servi à attacher Chantal. Il trouve aussi une trace sur le fil du téléphone qui lui a servi à attacher Audrey. Retrouver des traces ADN sur une scène de crime autant ravagée à la fois par un incendie et l'intervention des pompiers est un véritable miracle. Et c'est une source d'espoir pour les enquêteurs qui se raccrochent à ces ADN-là. À l'époque, des tests ADN prenaient 1 à 2 semaines, donc les gendarmes n'arrêtent pas l'enquête en attendant les résultats, ils continuent. La première chose que les enquêteurs cherchent à comprendre, c'est de savoir comment les auteurs sont entrés et surtout sortis de cette maison dont les volets étaient fermés et la porte verrouillée à double tour avec les clés à l'intérieur. La porte-fenêtre du salon n'est pas fermée en elle-même, mais par contre le volet roulant, lui, a été refermé. Et il est tout à fait possible, et c'est l'hypothèse qui va être privilégiée par les enquêteurs, de quitter les lieux en actionnant le volet roulant. Il met 7 à 8 secondes pour se refermer totalement, ce qui laisse largement la place à les auteurs de prendre la fuite. Les 2 choses que nous n'avons pas retrouvées, il s'agit de l'arme du crime et du téléphone portable d'Audrey. Donc tout de suite, j'exclus le fait que le mobile soit le vol. Il n'y a pas d'objet de valeur dans cette maison, ce ne sont pas des femmes qui sont riches, donc il n'y a rien réellement que l'on puisse convoiter au point de les attacher et ensuite de les tuer. Pour nous, il s'agit d'un double homicide commis par soit un familier, soit un rôdeur. C'était à l'origine un incendie banal, celui d'une maison à Meyrargues, mais les pompiers ont donc découvert à l'intérieur 2 femmes égorgées. Le mystère plane sur cette affaire sordide. Meyrargues, c'est vraiment le village provençal typique, où il y a du soleil, où ça sent bon, où on entend les cigales, un tout petit village entouré de forêts de toutes parts pratiquement. Meyrargues n'est pas un haut lieu de la criminalité, comme cela peut être le cas parfois à Marseille. Les gens qui y vivent privilégient le cadre de vie, la tranquillité. Déjà, un incendie à Meyrargues, c'est un énorme événement. 2 assassinats, c'est au-delà de ce que les habitants auraient pu imaginer. Les gens étaient angoissés. Et puis le bouche à oreille s'est très vite développé et tout le monde était sur le qui-vive. Il y avait une forme de suspicion qui régnait, sachant que personne ne connaissait qui était l'auteur de ces faits-là. Mais qui peut s'en prendre de cette façon-là à 2 femmes sans histoire? Chantal était un petit bout de femme. Christine Maréchal, amie et collègue de Chantal. Très menue, très très jolie, très agréable. C'est quelqu'un qui était dans la bienveillance. Employée au Centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, elle était veuve depuis plusieurs années. Dans la vie de Chantal, c'est pas le premier drame qui se produit, puisque en réalité, le père de ses 2 enfants
alors qu'elle était enceinte d'Audrey, est mort dans un accident de moto. Et malgré tout, Chantal a continué à avancer dans sa vie avec cette fois-ci 2 enfants à charge. Elle avait retrouvé l'amour depuis quelque temps avec un chef d'entreprise à la retraite aixois. Elle avait d'ailleurs mis sa maison de Mérargues en vente pour pouvoir emménager avec lui à Aix-en-Provence. Audrey, la fille de Chantal, avait 24 ans. Elle était revenue vivre chez sa mère après une rupture amoureuse. Audrey, c'est une très jolie jeune femme qui a trouvé un travail depuis pas si longtemps que ça, travaille comme secrétaire dans un environnement plutôt masculin de chauffeur de bus et évidemment qu'elle ne laisse pas indifférent. Elle fréquentait un jeune homme depuis quelque temps, un jeune homme tout à fait charmant et gentil. Elle avait un projet de vie avec ce garçon. Tout va bien dans leur vie. C'est une période où chacune a des projets et des projets communs avec leurs compagnons respectifs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui arrive, je dirais, au pire moment de leur existence. Pour ce qui concerne ces 2 victimes, on va s'attacher à vérifier quelles étaient leurs relations, on va dire, amoureuses sur ces 2-3 dernières années. Et ils essayent de voir s'ils ne trouvent pas une piste, un problème, un conflit dans leur entourage. Effectivement, j'ai suspecté quelqu'un, un de ses ex-compagnons avec qui la rupture avait été assez compliquée. C'était quelqu'un de très gentil, mais de très possessif et de très jaloux. La séparation avait été houleuse, une séparation au cours de laquelle Chantal avait reçu une claque. Donc c'est un profil qui intéresse particulièrement les gendarmes. On l'a mis en garde à vue. Il a pu justifier d'un alibi, puisqu'il était parti faire un tour en moto, que c'était corroboré par des amis à lui. Cette personne est mise hors de cause. On a découvert qu'Audrey, pendant les mois qui ont précédé sa mort, avait fait l'objet d'une forme de harcèlement téléphonique, en tout cas de relance téléphonique, dont on s'est aperçu que les appels venaient de la région parisienne. Bien évidemment, nous sommes obligés, comme on dit dans notre jargon, de fermer la porte. On se transporte à Paris. On entend la personne intéressée qui reconnaît effectivement avoir obtenu le numéro d'Audrey par le biais de son copain. Il expliquait que c'était par jeu, puisque quand il appelait, il y avait du monde autour de lui, c'était plus par taquinerie. On détermine que la personne n'a absolument rien à voir avec cette affaire-là. Au fil des jours, toutes les pistes envisagées par les enquêteurs s'effondrent les unes après les autres. Ça va des personnes qui sont venues visiter la maison, qui étaient intéressées pour l'acheter, des personnes qui sont intervenues pour effectuer des travaux de réparation, des personnes qui ont travaillé dans les environs tels que des bûcherons, et même les pompiers de la caserne de Mérargues. Face à cette absence de pistes sérieuses, on va utiliser quelque chose qui est en balbutiement en France à l'époque, c'est ce qu'on appelle communément un profiler, en l'occurrence une profileuse. Une gendarme est descendue sur la scène de crime 2 semaines après le crime. Elle a essayé d'établir le profil de celui ou ceux qui ont commis les 2 assassinats. On apprend, selon ses dires, qu'il s'agirait d'un individu masculin, âgé entre 40 et 50 ans. Une personne qui est plutôt célibataire, mais qui a eu une vie éventuellement de couple, voire même qui a des enfants, qui a une vie tout à fait normale et rangée, qui ne fait pas parler de lui et qui pour autant agit de façon obsessionnelle. D'une dangerosité extrême, en mesure de réitérer ce genre de fait. La profileuse, elle s'est rendue compte qu'il n'y a que Audrey qui a été torturée. Donc, le ou les assassins viennent de l'entourage d'Audrey. C'était Audrey l'objet de leur acte. À ce stade de l'enquête, beaucoup de portes ont été fermées. Et fort heureusement, on a un résultat positif de Paris qui nous indique qu'un ADN a été mis en évidence.
Sur les 3 prélèvements dans la maison, il y a le même ADN, un ADN masculin. Là, les gendarmes se disent, on a l'ADN du tueur. On sait une chose, on sait qu'on a un profil génétique qui manifestement est le profil de l'auteur. On ne le retrouve pas au sein du fichier national qui est le FNAEG. Et donc, il commence à comparer cet ADN avec tous les hommes de l'entourage de Chantal et d'Audrey. Et les gendarmes ont ratissé très large, jusqu'à 250 prélèvements ADN, c'est assez exceptionnel. Tous les hommes du lotissement de Mérargues y passent, ça ne matche pas. Tout l'entourage de Chantal y passe, ça ne matche pas. Et tout l'entourage d'Audrey y passe, et notamment au travail d'Audrey, qui travaillait comme secrétaire dans une compagnie de cars à Aix-en-Provence. Tous les chauffeurs de cars, qui sont pratiquement tous des hommes, y passent. Et il n'y en a aucun qui matche. Au fur et à mesure où on avance, on a l'impression que la vérité recule et qu'on n'y arrivera jamais. C'est, je pense, un moment assez difficile à vivre pour les enquêteurs. À titre personnel, je me sens vraiment isolé. Isolé, seul, face à mes doutes, en ayant eu l'impression d'avoir quasiment fait le tour du dossier et ne plus avoir d'orientation à donner à cette enquête. Pour le moment, l'assassinat d'Audrey et de Chantal a tout du crime parfait. Pourtant, 10 mois plus tard, en février 2004, un autre crime commis à seulement 10 km de là va complètement relancer l'enquête. L'enquête a patiné quasiment 1 an, jusqu'au début du mois de février de l'année suivante. Elle va rebondir à quelques kilomètres de là, à Pertuis. C'est une petite ville dans la banlieue d'Aix, à quelques kilomètres de Mérargues. Jacques Tartanson, avocat de Muriel. 2 février 2004, Muriel était à son domicile. Elle habite dans un appartement qui est situé en étage. Son mari était parti travailler, ses enfants étaient partis à l'école. C'était un jour comme un autre. Elle buvait son café, faisait ses tâches ménagères et puis elle devait aller travailler. Quand subitement elle a entendu un peu de bruit sur le hall d'entrée, mais elle n'a pas fait plus qu'à que cela, puis d'un seul coup, coupure d'électricité. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle regarde à travers le Judas. Elle ne voit personne. Elle ouvre la porte. Elle a un homme. Lui saute dessus, la met par terre, l'immobilise. Et elle reconnaît cet homme. C'est son beau-frère. Il s'appelle Poncé Gaudissart. Ce qui l'a en fait le plus choqué, c'est le regard. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a vu, c'était son beau-frère avec un regard d'une violence, une férocité extrême, et ça l'a totalement tétanisée. Pour elle, c'était inimaginable. C'est quelqu'un qu'elle connaissait, qui ne l'avait jamais agressé, elle n'avait jamais eu un problème avec lui. Et puis là, tout d'un coup, cet homme arrive, l'agresse, l'immobilise, et commence à lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Il lui fait prendre une douche, il lui fait mettre des sous-vêtements. Et puis par la suite, il va trouver la rallonge du fer à repasser qu'elle utilisait quelques instants auparavant pour la ligoter et là la martyriser et la violer. Muriel m'a raconté qu'à ce moment-là, elle pensait mourir. Elle pensait vivre les derniers instants. Elle dit, il a pris ma tête, il a coincé ma tête sur le canapé. J'avais le couteau sur la gorge et je me suis dit, c'est fini. La survie de Muriel ne tient à un fil. En réalité, c'est parce qu'elle avait une voisine de palier qui a entendu les gémissements de Muriel, qui s'est rendu compte que c'était pas normal dans cet immeuble paisible et tranquille de Pertuis et qui directement a appelé la police. Les policiers sont intervenus, sirène hurlante. Dès que Gaudissart la lâche, elle fait ce qu'il faut faire. Elle ouvre la porte aux policiers et elle leur dit tout de suite il est en bas, il ne pourra jamais sortir, allez-y, arrêtez-le. Gaudissart était dans la cour intérieure de l'immeuble qui est fermée par une porte dont il n'avait pas la clé, donc il ne pouvait pas sortir de cette cour. Il était pris au piège et les services de police ont pu l'interpeller. À cette époque, j'étais commis d'office. Guillaume de Palma, avocat de Poncé Gaudissart.
Je suis donc contacté par les services de l'instruction à l'effet d'assister un monsieur que je ne connais pas. Il s'agit de monsieur Poncet-Gaudissart qui est poursuivi pour viol. Gaudissart, quand il est entendu, a rapidement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à peu ou prou était en phase avec la déposition de Muriel. Il vient me dire qu'il voulait faire en sorte de savoir pourquoi sa belle-sœur ne s'adressait plus à lui. Il m'explique que cela a dégénéré. Il a l'impression d'avoir été humilié par Muriel. C'est ahurissant comme comportement, parce que jamais Muriel, et son mari le confirme, jamais ils ont eu un comportement négatif ou méprisant par rapport à Gaudissart. Il y a un témoignage qui va être très précieux, et pour les policiers, mais surtout pour les gendarmes qui enquêtent sur Mérard. Le mari de Muriel raconte aux policiers que Gaudissart est chauffeur de car dans l'entreprise d'Audrey, qui avait été tué 10 mois auparavant à 10 km de là. Il va se poser la question ouvertement devant les enquêteurs en disant mais peut-être que c'est un suspect pour ce dossier aussi. Poncet-Gaudissart était en relation directe avec Audrey. Et donc dès que les gendarmes apprennent ça, pour eux c'est une énorme piste, ils arrivent tout de suite. À notre arrivée, je vois Gaudissart qui est toujours en garde à vue. Daniel Bianco, directeur d'enquête. Et en échangeant avec les policiers qui l'ont interpellé, je me rends compte que, comme à Mérargues, il est en possession d'un couteau. Comme à Mérargues, il a un briquet alors qu'il ne fume plus depuis une vingtaine d'années. Et comme à Mérargues, il a des liens identiques que les câbles téléphoniques qui ont servi à ligoter Audrey. Pour les gendarmes qui découvrent Gaudissart, c'est un profil très intéressant. C'est un profil qui correspond en beaucoup de points au profil qu'il recherchait. Avec tout ce que je viens d'apprendre, on a déjà un axe de travail, c'est-à-dire de faire l'environnement de cet individu et savoir en présence de qui nous sommes. Avec cette arrestation, les gendarmes pensent tenir l'auteur du double meurtre de Mérargues. À la recherche d'un mobile, ils vont se plonger dans le passé de Poncet-Gaudissart et aller de surprise en surprise. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Olivier Rosenwag. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.